à tous, c'est Mélie sans Mélo, je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation et on va parler beaucoup de contemporain. En fait, j'ai 6 livres à vous présenter, donc on commence tout de suite. J'ai lu mon 5e Kate Morton sur les 7 qui sont sortis, si je ne me trompe pas. Il s'agit des Heures lointaines. C'était un plaisir de retrouver cette ambiance que Kate Morton arrive à créer, parce que pour moi, au-delà même des romans type secrets de famille, parce que ce sont des secrets de famille, c'est surtout des romans d'ambiance. C'est des romans qui prennent leur temps, le plus souvent qui sont décomposés sur 2 voire 3 temporalités, et vraiment ça prend son temps. Voilà, ça prend son temps, faut pas être pressé. Je pense qu'il y a toute une première partie de mise en place qui est peut-être un peu long. Je pense qu'il faut bien 200 bonnes pages pour rentrer dedans sur les 800. C'est quand même des gros bébés. Dans cette histoire, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Edith Burchill, qui travaille dans une toute petite maison d'édition, qui a des relations un petit peu compliquées avec sa mère, et du coup quand cette dernière reçoit une lettre qui s'était perdue, qui est restée 50 ans dans le grenier d'un postier, Edith n'ose pas l'interroger sur sa réaction qui lui paraît un peu étrange et qui lui paraît ne pas du tout ressembler à la femme qu'elle connaît, mais elle va quand même évoquer les souvenirs qu'elle a de la période des bombardements à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, où comme une grande partie des enfants, elle a été envoyée à la campagne dans des familles d'accueil, et elle a été accueillie en l'occurrence par une famille d'aristocrates dans un château. Elle veut pas rentrer plus dans les détails sur les personnes qui y ont vécu, comment ça s'est passé, tout ça, elle ne veut pas en parler davantage, mais Edith, dont la curiosité est piquée, décide de fouiller, en fait, de creuser dans ce passé de sa mère, en interrogeant sa tante, en allant voir elle-même ce fameux château, et en allant rencontrer les sœurs Blight qui y vivent toujours. Il se trouve que on va découvrir qu'il y a un lien avec un roman qui est le roman préféré d'Edith, qui est L'homme debout de Raymond Blight, et elle va chercher là aussi à faire le lien entre ce roman, l'histoire de sa mère, l'histoire des sœurs Blight, et tout ça, ça se construit au fur et à mesure, et on va découvrir d'où vient ce fameux roman, les origines du coup de cette histoire, et en savoir un peu plus sur la mère de Meredith, enfin sur la mère d'Edith, Meredith, qui n'était pas du tout la même personne qu'elle est aujourd'hui. J'ai adoré les personnages, comme très souvent je trouve que ce sont pas des personnages qui sont superficiels, même si en gros on a une héroïne qui est Edith. Tous les personnages qu'elle va rencontrer et autour desquels gravite cette histoire sont vraiment importants et profonds, et ils ont chacun leur petit secret, beaucoup de nuances. C'est pas des personnages manichéens très tranchés, c'est vraiment des personnages très humains. En ce qui concerne le secret en lui-même, enfin les secrets, je les ai trouvés très bien trouvés. Je pense que quelqu'un qui s'habitue à du Kate Morton peut finalement réussir à poser des suppositions. Moi j'admets que sur la fin j'étais complètement, enfin pas perdue, mais il y a des choses que j'aurais pas pu deviner. Le seul petit regret que j'ai par rapport à ce Kate Morton là, sauf erreur de ma part, hein, par rapport aux autres, c'est le fait que à la fin le lecteur a la résolution des secrets, il sait ce qui s'est passé, il arrive à recoller toutes les pièces du puzzle, mais les autres, enfin les personnages, les habitants de cette histoire, non. Il n'y a pas de découverte publique, de justice publique rendue par rapport aux personnages de cette histoire. Ce que je trouve peut-être un petit peu dommage. Mais en soi, je suis très contente de l'avoir lu. Il m'en reste 2, je vais les savourer puisque le dernier n'est forcément pas encore sorti en poche. Pour le coup, c'est une autrice anglophone, australienne je crois si je ne me trompe pas, que je prends plaisir à lire en français. Donc je suis pas sûre de chercher à lire ses romans tant qu'ils ne sont pas traduits.
Je prends beaucoup de plaisir à les lire comme ça, donc je vais rester là-dessus je pense. Ensuite toujours du contemporain, c'est un roman très court, donc on va passer très vite dessus. Il s'agit d'une de mes dernières lectures, Mamma Maria de Serena Giuliano. Dans Mamma Maria on va suivre deux personnages principaux je crois, dont les points de vue s'intercalent. Il s'agit d'un côté de Sofia. Sofia qui est originaire d'un petit village du côté de Naples si je ne me trompe pas, qui a vécu à Paris pendant un certain nombre d'années et qui suite à une déception amoureuse décide de retourner dans ce petit village où elle a vécu, bien qu'elle n'y ait plus de famille excepté sa tante. Et le deuxième personnage c'est Mamma Maria qui tient le bar Mamma Maria d'ailleurs, et qui est un peu la maman du village entier. J'ai moins aimé celui-ci que Ciao Bella. Je pense que je me suis beaucoup moins retrouvée dans les personnages et dans cette histoire. En revanche je trouve que ça traite d'un sujet plus profond qui est en fait le racisme et l'immigration. Je trouve que la façon dont ce sujet est abordé, est amené, est très beau. Maintenant j'ai été peut-être moins touchée par les personnages, donc comme je me suis moins retrouvée dans leur histoire, j'ai eu peut-être plus de mal. Maintenant c'est un roman qui est très court, hein. Il fait même pas 250 pages en poche, voilà, ça se lit très vite. On retrouve toute l'ambiance de l'Italie, le soleil, les glaces, le café, l'ambiance petit village. Après c'est aussi quelque chose, moi qui... L'ambiance petit village c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie beaucoup. Alors je ne connais pas beaucoup non plus, mais c'est pas quelque chose qui me fait envie. Donc partant de là, j'avais pas forcément envie de me retrouver à la place de ces personnages. Mais voilà, en tout cas c'était une chouette lecture, sympathique. Maintenant est-ce que je vais le garder? Je ne sais pas. Contrairement à Ciao Bella que je vous recommande vivement. Elle a écrit je crois 2 autres romans. Il y en a un qui s'appelle Luna et un autre qui est sorti cette année qui s'appelle Coup de soleil. Il est sorti il y a quelques semaines je crois. J'ai lu Libérer, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale de Titiou Lecoq. Est-ce que j'ai corné des pages? Non, mais j'aurais pu. Alors, Titiou Lecoq, je vous avais parlé de ma dernière lecture, c'était Les Grandes Oubliées, comment l'histoire a effacé les femmes, que j'avais trouvé super intéressant sur le fond, mais trop dans la provoque sur la forme. J'avais pas aimé la plume, et là, au contraire, j'ai complètement adhéré, ça se lit tout seul. Je pense que le fait que ce soit beaucoup plus sous le format expérience, comment dire, c'est un essai, hein, donc c'est sourcé. C'est même pas mal sourcé. Voilà, enfin sourcé. Il y a beaucoup de notes bibliographiques sur différentes expériences, différentes statistiques, différents chiffres par rapport notamment à la charge mentale et à la répartition des tâches domestiques. Donc le sujet en soi est super intéressant. Pourquoi j'ai voulu lire ce livre? Parce que j'en ai entendu parler dans Les couilles sur la table je crois. Et je l'ai acheté en fait à cette occasion là. Donc ce que je trouve intéressant, outre le sujet bien sûr, c'est la façon dont il a été traité et amené, à savoir que il y a un petit côté très humoristique parce qu'elle prend elle-même son propre cas pour illustrer avec des petites anecdotes, des chiffres et des... comment dire, des faits, voilà, des faits qui ont été démontrés statistiquement. Donc elle le fait pas en mode c'est mon expérience et c'est vrai et c'est le cas pour tout le monde, mais vraiment elle présente des études et à la fin elle dit bah voilà, moi qui pensais que je sortais du cadre, que finalement mon mari en faisait pas mal et tout, bah en fait je suis dans le même cas que beaucoup d'autres. Donc voilà, c'était très intéressant, je pense que ça nous a permis de mettre en place chez moi quelque chose qu'on ne faisait pas. À savoir le calcul de la répartition de ces tâches. On s'est pris une semaine, sur une semaine on a vraiment compté heure par heure, minute par minute presque ce que chacun faisait.
Avec l'application Mayday, j'essaierai de vous mettre, enfin c'est une application, c'est pas vraiment une application, c'est une application web qui est pas très bien fichue, on va pas se mentir, ça mériterait tellement d'être amélioré et je pense que c'est pas très compliqué. Mais bon, en même temps c'est déjà super que ça existe. Je vous la mettrai en barre d'infos, le lien en tout cas, parce que voilà, je pense que ça peut aider de se rendre compte, au moins de se rendre compte de ce que représente la charge domestique dans votre quotidien. Ensuite on fait un gros bond dans le temps parce que entre temps il y a eu le mois de la fantaisie, je vous ai déjà présenté mes lectures du mois de la fantaisie, il y a quelques romans dont je ne vous ai pas parlé, à savoir Tiziri et Sistra, parce que je les garde de côté en attendant de lire l'Empire des femmes pour vous faire une seule vidéo sur les 3 romans finalistes du PLIB, que voilà, il me reste encore l'Empire des femmes à lire. Tout de suite avant le mois de la fantaisie, j'ai lu Bartiméus, le tome 1, l'amulette de Samarcande, à chaque fois je me plante, de Jonathan Stroud. Vous savez que ce roman c'est un de mes chouchous, c'est un de mes favoris, je le relis sans me lasser, à chaque fois je rigole. Alors c'est pas mon préféré de la trilogie, mon préféré c'est indéniablement le 3e, je trouve la fin absolument incroyable. Mais voilà, c'est du jeunesse, c'est plein d'humour, j'adore. Je vous remettrai la vidéo dans laquelle j'en parle, même si j'ai un peu honte, je dois l'avouer. Enfin, pas honte, mais disons que ne vous étonnez pas, c'est la toute première vidéo de la chaîne, donc naturellement, elle n'est pas de la même qualité que ce qu'on a maintenant, tant au niveau des intervenants que au niveau du son, de l'image, des couleurs, des bibliothèques, tout ça. Bref, c'est pas du tout pareil. Et j'ai fait une autre relecture juste après le mois de la fantaisie, cette fois avec Eragon le tome 1, comme mon mari l'a lu, parce que je lui avais conseillé de le lire, parce qu'il m'avait dit j'adore le film, je lui ai dit tu peux pas adorer le film si t'as lu le livre. Et effectivement, on a revu le film du coup, qui est nul, mais nul. Je me souvenais à quel point c'était nul, mais je pensais pas que c'était à ce point là nul, vous voyez. Donc c'est vraiment très nul, et je me suis dit je ne peux pas rester sur cette impression tellement nulle. Donc j'ai préféré reprendre le roman, le relire. De toute façon il faisait partie de la liste des relectures, je vous mettrai la vidéo que j'ai fait à ce sujet dans la barre d'infos. Donc voilà, il fallait que, enfin il fallait, je souhaitais le relire, ça se lit plutôt vite, donc je l'ai bouffé. Heureusement je suis très contente de l'avoir relu, parce que par rapport au film il manque tellement de choses dans le film, les personnages, enfin il en manque plein, il manque plein d'épisodes qui sont importants. Alors moi je le sais parce que du coup j'ai lu la suite, même si ça fait très longtemps. Il y a des scènes et des choses qui sont dites dans ce roman qui préparent la suite en fait. Et du coup je me dis le film, à mon avis, ils savaient déjà que ça allait capoter parce qu'ils ont déjà enlevé tous les éléments qui auraient pu servir pour la suite. Donc ils savaient que ça allait pas marcher, c'est sûr. Donc voilà, presque 20 ans après, 17 ans pour être exact, j'ai relu Eragon. J'ai passé un très bon moment, je suis très contente d'être retournée dans cet univers de la Lagaisia, de retrouver le personnage de Braum, je pense que c'est vraiment un de mes favoris, Saphira, qui est tellement plus badass dans le livre que dans le film. Le personnage d'Arya, pareil, qui est tellement plus intéressant dans le livre que dans le film. Voilà, après ça reste pour le coup la jeunesse, donc c'est pas non plus, je pense, un incontournable absolu. Enfin en tout cas à mon âge. Maintenant pour des enfants et jeunes ados, sans conteste que je le recommanderais, puisque voilà, c'était une lecture d'enfance en ce qui me concerne. Donc voilà, très contente. Et ensuite on va passer sur mes lectures du Sweetie Gourmet Challenge, les premières lectures que j'ai faites, et je vais vous parler de Une belle vie de Virginie Grimaldi. Dans Une belle vie de Virginie Grimaldi, on va suivre là aussi deux points de vue qui s'interchangent, qui s'intercalent. Donc il s'agit de Emma et Agathe Delorme, qui sont deux sœurs, Emma l'aînée, Agathe la plus jeune, et qui décident de se retrouver toutes les deux dans le sud-ouest, si je ne me trompe pas, pour une semaine de vacances qu'elles souhaitent passer ensemble après visiblement une séparation et un coupage de pont, j'ai envie de dire, voilà, une séparation vraiment très nette qui a duré 5-6 ans je crois, 5 ans, après 5 ans de silence. Elles décident de se retrouver toutes les deux dans la maison de leur grand-mère qui est décédée l'année passée. La maison a été vendue
Et donc voilà, elles souhaitent retrouver à la fois leur relation et les souvenirs de leur enfance dans cette maison pendant une semaine. C'est un Virginie Grimaldi, il fait moins de 400 pages, ça se lit super vite, c'est écrit... voilà, hein, c'est espacé, les marges sont grosses. J'ai adoré retrouver la plume de Virginie Grimaldi, c'est vraiment une autrice, je pense que je mettrais dans la catégorie qui me plaît à tous les coups. J'ai eu aucune déception pour l'instant avec cette autrice, il me semble qu'il m'en reste un à lire, enfin un parce que je crois qu'elle en a écrit 2 autres mais qui sont plus petits, qui sont peut-être des nouvelles ou des sorties un peu particulières. Mais en tout cas en termes de romans sortis dans les dernières années, il me reste un dans ma pile à lire. Que je vais me garder sous le coude encore puisque voilà, à chaque fois je lis le dernier sorti et puis si j'ai une petite envie de quelque chose d'un peu doux, d'un peu cocooning dans l'année, ben voilà, je me tournerai vers Virginie Grimaldi sans problème. Elle a un petit quelque chose dans la plume qui rend tellement... c'est pas une plume qui casse 3 pattes à un canard, c'est-à-dire que c'est pas une plume super évoluée, très dure, enfin quand je dis très dure à lire, c'est pas des phrases à rallonge avec beaucoup de vocabulaire, mais il y a dans sa plume quelque chose de tellement naturel, de tellement spontané, et une pointe d'humour et une utilisation des mots, j'ai du mal à trouver l'expression qui permettrait de vous expliquer vraiment ce que je trouve à cette plume. Et voilà, ce petit mélange d'humour, de jeux de mots, de références qui est top en fait. Voilà, tellement naturel, tellement spontané. C'est la vie de tous les jours, c'est des personnages de tous les jours, c'est pas que la vie des autres. Et ça c'est top. Pour autant, ce roman-là de Virginie Grimaldi n'est pas mon préféré. C'est pas mon préféré, c'est pas celui qui m'a le plus touchée. Je pense que mon préféré ça restera pendant longtemps et que ne durent que les moments doux. Je sais pas si vous allez le voir, il est par là. Qui m'a beaucoup plus touchée sur le sujet, sur les personnages. J'avais adoré aussi Et il nous restera ça. Voilà, je pense que c'est les deux que je mettrai en tête de liste. Celui-là, je pense que j'ai manqué de références pour l'apprécier pleinement parce que les deux sœurs Delorme ont eu leur adolescence pendant les années 90. Années 90 pendant lesquelles je n'étais pas née, puis j'étais un nouveau-né, puis un bambin. Donc très clairement, je n'ai pas les références de toutes ces années-là. Il y a des choses que je connais parce qu'elles sont rentrées dans la pop culture maintenant. Des choses sont peut-être un peu moins connues. Je suis passée un petit peu à côté et je pense que j'aurais pu en rire davantage si ça correspondait à moi-même ma tranche d'âge, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, je trouve, encore une fois, comme pour le Mama Maria, que les thèmes abordés sont toujours des thèmes d'actualité, toujours très poignants. Dans ce roman, les sujets, c'est, enfin je trouve en tout cas, ceux qui je pense sont vraiment importants, c'est la santé mentale et la maltraitance chez les enfants. Forcément c'est des sujets qui sont poignants, qui sont touchants. Maintenant, comme toujours avec Virginie Grimaldi, on tombe pas dans le pathos. Elle n'est pas là pour en faire un tire-larme et pour s'apitoyer sur le sort des personnes qui vivent, qui ont vécu ces maltraitances et ces difficultés. Elle est vraiment là pour, j'ai envie de dire, décrire ces mots dans la vie de tous les jours. On va dire ça comme ça. Bon, en tout cas, j'ai encore une fois passé un très bon moment avec le dernier Virginie Grimaldi, c'était un vrai plaisir. J'attends de voir quels sont les thèmes qu'elle n'a pas encore traités, quels sont ceux qu'elle amènera dans son prochain roman. Je sais pas si elle a déjà quelque chose en préparation, mais voilà, si vous cherchez vraiment des relations sororelles du coup, de sororité, je pense que ça correspond complètement et il faut pas hésiter, et c'était très chouette. Et ensuite, dernière lecture que j'ai terminée il y a peu de temps, il s'agit de Mémoire d'un quartier, le tome double Évangeline et Bernadette, donc c'est le tome 2. Le nombre de fois où vous avez dû m'entendre dire « Oh là là, il faut que je lise ce roman, il est dans ma pile à lire depuis longtemps, j'ai envie de le lire, il faut que je lise la suite de cette saga familiale ». Mais je n'y vais pas parce qu'il y a quand même le thème assez rude sur lequel on termine le premier tome
qui est la pédophilie. Voilà, la pédophilie. Je pense qu'il m'a fallu un peu moins d'une centaine de pages. Alors là c'est pareil, c'est pas un roman qui est très long, hein. Il fait 400 pages, sachant que du coup c'est 2 fois à peu près 200 pages. Il m'a fallu quand même un petit peu de temps pour re-rentrer dans ce roman. Je pense que c'est dû notamment au fait que on est dans une famille qui n'est pas aisée dans un quartier résidentiel de Montréal. Et donc on est sur du québécois, enfin non, du français québécois brut de décoffrage quoi. C'est pas comme du Marie Laberge. Les passages narratifs c'est beaucoup plus fluide. Il y a les expressions, la syntaxe qui sont pour le coup québécoises, mais par contre les dialogues, voilà, faut s'accrocher. Je ne me souvenais plus exactement de tous les tenants et aboutissants, tous les secrets qui s'étaient développés dans le premier tome. Ça ne m'a pas empêché de retrouver les personnages avec beaucoup de plaisir. Surtout que là, il me semble que pour le coup, le premier tome s'était centré sur alors Laura, je crois, la fille, et le deuxième, je ne sais plus, ça doit être écrit. Laura et Antoine, les deux enfants. Là on est sur des personnages adultes, la grand-mère Évangeline et la mère Bernadette. Et je pense qu'Évangeline, j'avais beaucoup de mal à m'attacher à elle dans le premier tome. Et là on découvre un tout autre personnage que j'ai vraiment adoré. Bernadette, j'ai toujours un petit peu de mal avec elle parce que je trouve qu'elle subit beaucoup maintenant. C'est aussi une question d'époque parce qu'on est dans les années, on est fin des années 50, début des années 60. Elle est beaucoup plus intéressante sur la fin du tome qui lui est consacré. Parce que voilà, elle s'émancipe beaucoup plus et elle prend davantage de place. Maintenant c'est pas non plus super disons que ça suffit pas à contrebalancer tout ce qu'elle a subi, je trouve, au préalable. J'ai toujours un peu de mal parfois à raccrocher les wagons sur l'identité des personnages secondaires, puisque on va croiser les sœurs de Blois, donc qui sont issues de 4 tomes déjà écrits par l'autrice, mais on va suivre aussi certains voisins qui ont des liens familiaux ou pas avec les sœurs de Blois, pardon. Et du coup c'est vrai que de temps en temps il fallait que je me remette en tête qui était qui. Mais sinon j'ai vraiment encore une fois beaucoup aimé ce tome. Laura qu'on suivait comme personnage principal dans le premier, on la suit là aussi beaucoup, mais cette fois elle est adolescente. Enfin elle est adolescente, oui, elle est adolescente, mais sur la fin de l'adolescence on retrouve presque une jeune femme. Et par certains côtés elle m'a fait penser à Adélaïde que j'ai hâte de relire d'ailleurs. Donc voilà, franchement que du positif. On reste pas longtemps sur cette note assez troublante de la fin du tome 1. Voilà, les choses évoluent pas mal, donc ça fait du bien. Maintenant, petit regret, je pense qu'il y a des personnages que j'avais beaucoup aimés dans les 2 premiers tomes qu'on voit de loin en loin un tout petit peu, mais je trouve qu'on les voit pas assez. Je pense notamment à un ami d'Antoine qui l'a beaucoup aidé à la fin, enfin qui l'a beaucoup aidé, qui était là pour le soutenir en tout cas à la fin du tome 1, et le Adrien, le frère le beau-frère du coup de Bernadette, le frère de son mari. Voilà, c'était des personnages que j'avais beaucoup appréciés, qui avaient beaucoup d'importance dans le tome 1 et qui là finalement sont plus loin et qu'on voit un peu moins. Je vais dire ce que je dis à chaque fois, j'étais carrément emballée et je l'ai défoncé à la fin. J'ai eu du mal à rentrer dedans mais je l'ai défoncé sur la fin. Donc j'ai hâte forcément de lire la suite. J'ai 2 tomes dans ma bibliothèque et il m'en reste encore 2 à acheter. Donc j'ai très envie de lire ceux que j'ai, mais j'imagine que comme d'hab ça va me prendre du temps de les sortir de ma pile à lire. Bref, les secrets de famille, saga familiale, c'est pas ce qui manque dans ma palle. Il me reste encore les Casalets à avancer et le Micheline Duf dont il me reste encore 2 tomes à lire. Voilà, on a déjà fait une longue passe, une très belle passe sur mes dernières lectures. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, je vous attends dans les commentaires pour venir en discuter avec moi, s'il y en a que vous avez lu, s'il y en a qui vous donnent envie, s'il y en a au contraire que vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à venir en discuter. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.